Bienvenue sur ce webinaire de l'INRS consacré à la démarche d'évaluation des risques psychosociaux. Donc, je m'appelle Valérie Langevin, je suis experte d'assistance conseil sur les risques psychosociaux. Au cours de ce webinaire, j'interviendrai avec mon collègue Marc Benoît, qui est formateur à l'INRS sur les risques psychosociaux. Donc la séance va durer à peu près 1 heure. Elle va se dérouler de la manière suivante. Donc tout d'abord, on verra le cadre réglementaire de l'évaluation des risques professionnels. Nous ferons ensuite un rapide rappel de quelques définitions. Nous verrons ensuite les principales étapes d'une démarche d'évaluation des risques professionnels. Dans un quatrième temps, nous vous présenterons un des outils que l'INRS a développé pour aider les entreprises à réaliser l'évaluation des risques psychosociaux. Nous vous donnerons quelques indications sur la manière d'utiliser l'outil que nous allons vous présenter et sur la manière de mener la démarche d'évaluation des risques psychosociaux dans vos entreprises ou dans vos services. Enfin, nous répondrons à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées au moment de votre inscription. Et à ce propos, je tiens à vous remercier car vous avez été très nombreux à manifester votre intérêt pour ce webinaire. Vous avez été près de 1000 à vous inscrire pour cette session et donc vraiment nous vous en remercions. Donc, pour terminer l'intervention, nous vous indiquerons quelques ressources documentaires qui pourront vous être utiles pour prolonger la présentation. Donc voyons tout d'abord le cadre réglementaire. Donc rappelons dans un premier temps que l'employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation générale vaut également pour les 3 versions de la fonction publique et cette obligation réglementaire pèse alors sur les chefs d'établissement. Dans ce cadre, l'employeur doit notamment évaluer les risques professionnels qui n'ont pu être évités, donc ceci au regard des principes généraux de prévention, et l'employeur doit transcrire les résultats de cette évaluation dans le document unique d'évaluation professionnelle, document qu'il doit mettre à jour au moins 1 fois par an. Alors, toujours dans le cadre réglementaire, donc l'évaluation des risques professionnels consiste à minima en une identification des risques qui sont présents dans les unités de travail et en une analyse des conditions d'exposition de ces salariés à ces risques. L'évaluation des risques professionnels conduit logiquement à choisir des actions de prévention appropriées au regard de l'évaluation qui aura été menée dans le point précédent. Venons-en maintenant aux risques psychosociaux en rappelant que les risques psychosociaux sont à évaluer au même titre que les autres risques, a priori selon les mêmes principes et avec les mêmes acteurs que pour l'évaluation des autres risques professionnels. Alors, passons maintenant à un rappel sur la définition des risques psychosociaux. Alors, les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présents de manière combinée ou non du stress, c'est-à-dire un déséquilibre entre la perception que la personne a des contraintes de son environnement de travail et des ressources qu'elle a pour y faire face. Les risques psychosociaux recouvrent également la problématique des violences externes, c'est-à-dire la problématique des incivilités, des agressions ou de l'agressivité de la part des clients, des usagers ou du public. Les risques psychosociaux, pour finir, recouvrent également la problématique des violences internes, qui inclut le harcèlement moral et sexuel, mais également les conflits exacerbés entre des personnes ou entre des services. Les risques psychosociaux peuvent être induits par l'activité elle-même, par le contenu du travail, ou ils peuvent être générés par l'organisation
et les relations de travail. C'est ce qu'on va appeler les facteurs de risque psychosociaux. Ces facteurs de risque psychosociaux sont à analyser au regard de l'activité concrète des opérateurs, c'est-à-dire les salariés qui réalisent un travail ou une tâche donnée. Alors revoyons tout ceci sous la forme d'un schéma. Donc on retrouve ici les risques psychosociaux, le stress, les violences internes et les violences externes. L'exposition aux risques psychosociaux, si elle est prolongée, peut engendrer des atteintes à la santé, ça on le sait clairement, c'est assez bien documenté dans la littérature. Donc ces atteintes à la santé, ça peut être des maladies cardiovasculaires, de la dépression, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel, voire dans les cas les plus graves, des suicides ou des tentatives de suicide. Donc les risques psychosociaux sont induits par des facteurs de risque. Nous avons mis ici quelques exemples de facteurs de risque, nous y reviendrons plus en détail. Ces facteurs de risque prennent naissance dans des situations de travail concrètes ou des activités concrètes. Donc, par exemple, une hôtesse d'accueil dans une grande entreprise, une infirmière qui travaille dans un service d'urgence, un ouvrier du bâtiment, par exemple un maçon qui est sur un chantier donné, très précis, ou encore, par exemple, un acheteur de matières premières dans une industrie textile. Donc si on reprend l'exemple de l'infirmière dans un service d'urgence, on peut considérer qu'elle peut être exposée à du stress, à de la violence interne ou à de la violence externe en raison de la présence de plusieurs facteurs de risque dans sa situation de travail, dans son environnement professionnel. Ces facteurs de risque qu'elle peut avoir au regard de son activité concrète, ça peut être l'affluence de nombreux patients, un manque de personnel à l'accueil, de l'impatience, de l'agressivité, de l'irritabilité des patients ou de leur famille. Ça peut être un manque de reconnaissance des efforts accomplis, ou encore une instabilité de l'équipe du fait d'un absentéisme qui serait important dans ce service. Donc le travail d'évaluation des risques psychosociaux va consister à identifier les facteurs de risque psychosociaux de cette infirmière ou des infirmières de ce service-là, au regard du travail réel accompli et des conditions dans lesquelles ce travail réel est accompli. Donc le propos de cette conférence est de vous présenter l'un des outils que l'INRS a développé en collaboration avec des CARSAT et qui peut vous aider à évaluer ces facteurs de risque psychosociaux en vue d'une intégration dans le document unique. Mais avant d'en arriver à ce point précis de la présentation de l'outil que je viens d'évoquer, nous allons dire deux mots sur les principales étapes de la démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc, on peut résumer la démarche d'évaluation des risques professionnels au travers de 5 grandes étapes. On voit que c'est une démarche itérative, circulaire, qui vaut quelle que soit l'évaluation des risques professionnels. Donc ça vaut pour les risques psychosociaux, mais pour les autres risques professionnels. On va décliner ces étapes, là plus spécifiquement au regard des risques psychosociaux. Donc la première étape, préparer la démarche de prévention, va tout d'abord consister à impliquer les acteurs qu'on aura mobilisés et qui auront participé à l'évaluation des autres risques professionnels si le document unique existe déjà dans l'entreprise. Il est possible, notamment quand on est dans de grandes entreprises, de constituer un comité de pilotage ou un groupe pluridisciplinaire qui sera constitué d'un représentant de la direction, des instances représentatives du personnel qui seront invitées à y participer, du service de santé au travail, le médecin du travail ou les IPRP, notamment les psychologues du travail ou les ergonomes. On pourra y retrouver
le service des méthodes, la direction des ressources humaines, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir orienter l'évaluation dans les différentes unités de travail et être en mesure de faire la synthèse des évaluations dans les différentes unités de travail. Dans la préparation de la démarche, ce qui est conseillé, c'est également de mobiliser les données dont on dispose déjà dans les entreprises, notamment dans le bilan social quand il existe, ou dans le rapport annuel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le rapport annuel du médecin du travail. On a déjà un certain nombre d'indications de données qui vont indiquer s'il existe des risques psychosociaux dans les entreprises et éventuellement par service, par atelier. Ça permettra déjà d'orienter l'action ultérieure d'évaluation. Enfin, dans la préparation de la démarche, il faut définir le périmètre des unités de travail. Elles peuvent rester identiques à celles de l'évaluation des autres risques psychosociaux, mais on peut aussi considérer qu'il est nécessaire de les définir différemment, notamment parce que les risques psychosociaux peuvent être en partie transversaux, quelles que soient les unités de travail. La deuxième étape, évaluer les facteurs de risque psychosociaux. Donc, il s'agit d'inventorier les facteurs de risque psychosociaux par unité de travail, d'analyser les conditions d'exposition des salariés à ces facteurs de risque, au regard de ce que prescrit la réglementation. Et troisièmement, toujours au regard de la réglementation, transcrire cette évaluation dans le document unique. La troisième étape, définir un plan d'action. Donc, au regard de l'évaluation qui aura été menée dans l'étape 2, il s'agit de proposer des actions d'amélioration, de prioriser et de planifier ces actions, de reporter ces actions dans le document unique et de définir les moyens nécessaires à la réalisation du plan d'action. La quatrième étape, mettre en œuvre le plan d'action, comporte l'implantation effective des actions selon un calendrier qui aura été déterminé et le pilotage de la mise en œuvre de ces actions, notamment par le biais de tableaux de bord. La cinquième étape, où on boucle la boucle, j'ai envie de dire, la réévaluation des facteurs de risque psychosociaux. Donc le premier point qu'on peut faire, c'est de définir des indicateurs de suivi en reprenant les indicateurs de dépistage des risques psychosociaux qu'on aura mobilisés éventuellement au moment de la première étape. Donc de suivre ces indicateurs et de voir leur évolution, bien évidemment, de réévaluer les facteurs de risque psychosociaux et l'exposition des salariés à ces facteurs de risque, d'actualiser le document unique comme le prescrit la réglementation et au regard de l'actualisation du document unique, d'actualiser le plan d'action. Alors, maintenant, nous allons voir plus en détail un des outils de l'INRS, l'outil RPS-DU, qui a été proposé pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire pour les entreprises disposant d'un CHSCT. Alors, pour construire cet outil, nous nous sommes appuyés sur une catégorisation des facteurs de risque psychosociaux qui a été proposée par un collège d'experts qui a été présidé par Michel Golac et sur la base d'une vaste revue de la littérature, sur la base d'audition d'un certain nombre d'experts, il a été proposé de catégoriser un ensemble de facteurs de risque psychosociaux en six grandes familles de facteurs de risque ou 6 catégories. Donc tout d'abord, on a l'intensité et le temps de travail. Donc on a dans cette catégorie les contraintes de rythme, l'existence d'objectifs flous ou contradictoires, des instructions contradictoires au poste de travail, les longues semaines de travail, l'imprévisibilité des horaires de travail par exemple. La deuxième catégorie concerne les exigences émotionnelles.
Donc ça concerne plus particulièrement certaines activités professionnelles ou certains métiers qui peuvent être éprouvants sur le plan émotionnel. C'est le cas par exemple des salariés qui sont en contact avec des personnes en souffrance ou en détresse, notamment à l'hôpital, dans le travail social. Dans ces métiers-là, en fait, il y a une exigence de devoir maîtriser et de façonner ses émotions au regard d'un public parfois un peu difficile. Le troisième point, c'est le manque d'autonomie ou de marge de manœuvre. Donc, le fait d'être acteur ou pas dans son travail, le fait de pouvoir interrompre momentanément son travail, le fait de pouvoir participer ou pas aux décisions qui impactent son poste de travail. Dans les marges de manœuvre, c'est aussi pouvoir utiliser et développer des compétences dans l'exécution de son travail. La quatrième catégorie, c'est les rapports sociaux dégradés. Donc, on a dans cette catégorie la qualité des relations avec les collègues, le fait de pouvoir compter ou pas sur une certaine entraide. On a le soutien des supérieurs hiérarchiques, le niveau de civilité régnant dans l'entreprise, la problématique de la reconnaissance, etc. La cinquième catégorie, c'est les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, ça renvoie par exemple à la possibilité ou non de pouvoir faire un travail qu'on estime de qualité, la possibilité ou non de s'en sentir fier de son travail et la possibilité ou non de se sentir utile. La sixième catégorie, c'est l'insécurité de la situation de travail qui comprend l'insécurité socio-économique, donc la peur par exemple de perdre son emploi, le fait de travailler avec un statut précaire par exemple. Mais l'insécurité de la situation de travail, c'est aussi le fait d'être confronté à des changements incessants, fréquents, mal maîtrisés ou mal accompagnés. Donc, on le verra après, donc l'outil RPSDU va proposer de passer en revue l'essentiel de ces facteurs de risque psychosociaux. On ne peut pas prétendre être exhaustif, mais on a quand même un panorama, on va dire, assez large des facteurs de risque psychosociaux si on se réfère à cette catégorie qui est très précieuse et qui a été proposée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en 2011, date à laquelle le rapport a été remis au ministre du Travail. Alors, quelques précisions complémentaires sur l'outil RPSDU. Cet outil ne permet pas de mesurer un niveau de stress, entre guillemets, ou de comparer les résultats entre plusieurs entreprises. L'évaluation, elle est valable pour un service donné, dans une entreprise donnée, et il n'y a pas du tout de sens à comparer entre plusieurs entreprises. Ce que nous proposons, c'est une grille de questionnement qui est à utiliser de manière collective et non individuelle, et c'est bien cet esprit-là qui nous a guidés au moment de la construction de ce qu'on peut appeler éventuellement des questions, mais la formulation est adressée à un collectif de travail et les questions sont vraiment à examiner, on y reviendra, par unité de travail, c'est-à-dire en réunissant un collectif de travail avec des opérateurs, des salariés qui effectuent le même travail et qui vont discuter de la question qu'on propose au regard de leurs conditions de travail concrètes. Nous avons voulu que cet outil soit autoporteur, donc qui puisse être utilisé en toute autonomie en entreprise, sans besoin de faire forcément appel à des ressources extérieures. Donc ponctuellement, notamment pour initier la démarche, peut-être qu'il y aura besoin de faire appel au service de santé au travail ou à la CARSAT, mais c'est uniquement pour impulser un mouvement. On a vraiment voulu que cet outil, dans l'esprit de l'évaluation des risques, que cet outil soit approprié et reste la maîtrise de l'entreprise et des acteurs de l'entreprise en lien avec la prévention des risques professionnels. Dernier point,
Cet outil est adapté à la situation dont l'entreprise n'est pas dégradée, où il existe un dialogue social et en l'absence de situation grave de type suicide ou tentative de suicide. Voilà. Excusez-nous là de cette petite interruption, on a des problèmes de souris pour faire défiler le diaporama. Donc voilà. Alors voilà, maintenant la grille, donc elle comporte 7 thèmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 6 grandes catégories de facteurs de risque psychosociaux. Nous, on propose 7 thèmes tout simplement parce que l'une des catégories proposées par Golac, intensité et temps de travail, a été subdivisée en 2. Donc, intensité et complexité du travail et horaire de travail difficile. C'est ce qui explique le petit décalage par rapport à la catégorisation de Golac. Donc, on a 7 thèmes principaux. Hein. Après, on retrouve les exigences émotionnelles, la faible autonomie dans le travail, les rapports sociaux dégradés, les conflits de valeurs et la sécurité de l'emploi et du travail. Ces 7 thèmes sont subdivisés en 6 sous-thèmes qui vont constituer 6 questions à examiner par le collectif de travail qui aura été réuni. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc pour chaque thème est en fait introduit par un paragraphe, hein, vous le voyez à l'écran, qui donne un peu le sens hein, de la catégorie et qui explique en quoi cette catégorie de facteurs de risque peut avoir un impact sur la santé et la sécurité des salariés et peut aussi perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. On va essayer de passer à la diapo suivante. Voilà. Non, on n'arrive pas à faire défiler la diapo suivante. Voilà, la diapo 11. Donc, pour chaque sous-thème ou chaque question, nous proposons 4 modalités de réponse qui vont permettre de situer les conditions d'exposition des salariés de l'unité de travail aux facteurs de risque proposés en degré ou en fréquence d'exposition. Donc ça peut être jamais, parfois, souvent, toujours, ou non, plutôt oui, oui. Voilà. Nous proposons des modalités de codage, mais en fait ces modalités de codage sont laissées au libre choix et à la libre appréciation de l'entreprise. Donc ça peut être des smileys. Dans les exemples qu'on verra après, nous on a choisi les smileys, mais c'est totalement indicatif. Ça peut être des couleurs ou encore des chiffres. Dans la grille, on a également une colonne commentaire qui est très importante. C'est dans cette colonne commentaire qu'on va pouvoir inscrire les situations de travail concrètes qui auront été évoquées par les salariés de l'unité de travail qu'on aura réunis. C'est-à-dire que là, on aura la cotation, mais là, on aura la situation concrète décrite. Et puis, si éventuellement, les salariés qu'on a réunis proposent spontanément des propositions d'amélioration, on pourra également les indiquer dans cette colonne commentaire. Ceci permettra de pouvoir plus facilement ensuite proposer un plan d'action. Donc, on va passer à la diapo suivante. Si on y arrive. Voilà, donc là, on a un exemple d'une grille hein, qui a été remplie par des salariés d'une unité de travail. On a la première question, contraintes de rythme de travail. Les salariés sont-ils soumis à des contraintes de rythme de travail? Donc on voit bien là l'aspect collectif de la question. En dessous de la question, on explique par quoi peut être constituer les contraintes de rythme. Donc on dit qu'elles peuvent être internes ou externes à l'entreprise et en quoi elles peuvent être là en l'occurrence source de stress.
Donc les salariés ont discuté de ce facteur de risque. Ils ont choisi de cocher souvent ou plutôt oui. L'animateur de la discussion a noté dans la colonne commentaire ce que les salariés ont écrit. Donc là, on a par exemple un poste de monteur de tableau de bord dans l'industrie automobile. Les membres de l'unité de travail ont évoqué diverses choses, notamment le fait que le déplacement automatique de la chaîne est en soi une contrainte, ça va parfois vite. Ce qui arrive aussi parfois, c'est que le tableau de bord, il ne rentre pas du premier coup. Il ne s'emboîte pas forcément comme il faut. Donc, on prend du retard et ça, c'est une source de contrainte et de stress. Une autre problématique, toujours à ce poste de monteur de tableau de bord sur des voitures, il peut arriver parfois que la chaîne, elle s'arrête en amont. Donc, du coup, il y a un temps mort, mais ça veut dire après qu'il faut pouvoir rattraper le retard parce qu'on a un nombre de pièces à monter en une journée. La troisième problématique qui est évoquée par les membres de cette unité de travail, c'est le bras articulé en fait qui amène les tableaux de bord. Et ben, de temps en temps, ça se grippe aussi. Et quand ça se grippe, ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, et ben, ça fait prendre du retard. Et ça aussi, c'est source de contraintes au poste de travail. Donc voilà. Et en notant ça, ça c'est vraiment important parce qu'on le verra plus loin dans l'exemple qu'on développe. Ça permet déjà d'avoir des idées pour le plan d'action. Alors, une fois que les membres du groupe de travail, de l'unité de travail ont passé en revue, ont discuté les 26 facteurs de risque psychosociaux proposés par l'outil RPSDU, on propose de remplir un tableau de synthèse qui permet d'avoir une vision d'ensemble de l'ensemble des facteurs de risque psychosociaux, donc, et éventuellement de voir s'il y a certaines catégories de facteurs de risque psychosociaux qui sont plus problématiques que d'autres. Alors, ensuite, pour passer au plan d'action, au plan de prévention, on propose un autre tableau où on va retrouver les catégories de facteurs de risque psychosociaux, les différents facteurs de risque psychosociaux. Donc ici, on retrouve la première question qui porte sur les contraintes de rythme de travail. On peut reporter dans cette colonne niveau de risque le codage qui aura été retenu par les membres de l'unité de travail. Nous proposons des exemples d'actions, uniquement à titre indicatif. Et dans les colonnes suivantes, il est possible d'indiquer les actions qui ont déjà été réalisées au regard des contraintes de rythme de travail, en l'occurrence, les nouvelles actions qui ont été retenues par l'entreprise, le délai de réalisation et les personnes en charge de la réalisation du plan d'action. Alors, si on reprend l'exemple du montage des tableaux de bord dans l'industrie automobile, ce qui avait été déjà dessiné l'année passée, c'était de mettre en place une formation de 5 jours pour chaque nouvelle recrue. Ce qui a été décidé pour l'année en cours, c'est une réunion mensuelle avec les chefs d'équipe pour bien planifier la charge de travail et donc essayer d'agir sur les contraintes de rythme de travail. Il a été décidé que ceci se ferait à partir de septembre et la personne en charge de la réalisation, c'est le responsable de la fabrication. Au regard du bras articulé qui se grippe, le bras articulé qui amène les tableaux de bord, il a été décidé de notifier et de prendre en note en fait la fréquence à laquelle ces soucis arrivent. Et donc, on a décidé de mettre ça en place à partir de janvier. Et c'est le service maintenance qui se chargera de compiler les données et d'essayer d'y remédier. Je vais donc maintenant passer la parole à mon collègue Marc Benoît, qui va vous présenter quelques conseils pour la mise en œuvre des éléments de réponse à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées au moment de votre inscription. Donc, on fait juste un changement
de place et on reprend immédiatement. Bonjour, je suis Marc Benoît du département de formation de l'INRS. Nous allons aborder ensemble quelques conseils pour la mise en œuvre de l'outil et l'animation des échanges autour de cet outil. Les conseils d'ailleurs qu'on va aborder ensemble sont vrais pour l'utilisation de cet outil, mais sont aussi utiles de façon générale dans l'évaluation des risques, même si elle se fait sans cet outil précisément. Pour que ce dispositif et l'outil puissent atteindre l'objectif qui est d'atteindre un plan d'action précis et adapté aux contraintes effectives sur les postes de travail, on peut se donner deux grands objectifs à la mise en œuvre de la démarche qu'on va regarder et qu'on va développer dans les diapositives suivantes. Le premier de ces objectifs, la première de ces conditions qu'on va essayer d'obtenir, c'est que l'opérateur puisse parler de son activité réelle sans conséquences négatives pour lui, ou alors pour sa hiérarchie, ou même pour l'employeur. Non seulement d'ailleurs l'opérateur va parler, mais comme on le sait, le document unique va donner lieu à de la rédaction, à des traces écrites, et il est quelquefois difficile pour l'ensemble des acteurs d'évoquer ou de laisser des traces écrites sur certaines situations où, par exemple, on a du mal à respecter des règles prescrites à cause de contraintes dans le travail, où l'opérateur ne peut pas toujours facilement, sans difficulté pour lui, respecter ces règles. Il peut être aussi difficile quelquefois pour les opérateurs d'évoquer qu'ils sont en difficulté parce que leur formation, l'expérience qu'ils ont, ne leur permet pas toujours de faire face à la tâche qu'on leur a donnée. Et ça peut être assez compliqué pour eux d'évoquer cette difficulté dans une démarche d'évaluation des risques. On peut donner un exemple de situation pour lequel il est difficile pour les opérateurs de parler sans aménager la situation, sans risque. C'est par exemple dans une boulangerie industrielle, les opérateurs sont en forte tension avec leur hiérarchie, avec leur N+1. Il y a des échanges qui peuvent être assez agressifs parce que la hiérarchie leur demande de respecter les règles de circulation. Les opérateurs courent, les opérateurs passent à des endroits où ils ne devraient pas passer et ça donne lieu à des échanges assez conflictuels. Pour pouvoir comprendre cette situation, il va falloir que les opérateurs puissent expliquer pourquoi ils sont obligés de courir et pourquoi ils sont obligés de passer par des endroits où normalement ils ne devraient pas passer. Notamment dans ce cas, on a compris que si les opérateurs voulaient arrêter lors d'une panne ou d'un bourrage, voulaient réparer et intervenir sur cette panne rapidement de façon à ce que le flux de production ne soit pas bloqué et qu'on n'ait pas trop de pertes de production, et vu l'emplacement où étaient certains organes de commande, ils n'avaient pas le choix de passer à certains endroits difficiles ou alors de le faire en courant. Et parce qu'on avait aménagé les conditions pour qu'ils puissent parler de ça sans danger, on a pu déplacer les organes de commande de façon à ce qu'ils n'aient pas à passer à des endroits dangereux ou même à courir sur les sols quelquefois glissants. Donc, ça sera une des premières conditions de la démarche et de l'utilisation de l'outil qu'on va regarder ensemble dans les diapositives. Comment créer les conditions pour que l'opérateur puisse parler du travail. Le deuxième objectif qu'on peut donner à cette démarche, et qu'on va aussi voir, qu'on va développer dans les diapositives suivantes, c'est que cette parole soit suivie d'un changement, celle des opérateurs, soit suivie d'un changement effectif des situations de travail. Souvent, les salariés, les opérateurs ont l'expérience dans l'entreprise d'être dans des situations où on les a interrogés sur le travail, ou lors d'enquêtes, y compris même quelquefois de questionnaires sur les RPS, mais ils ont vécu aussi malheureusement l'expérience que ces enquêtes, cette expression qu'ils ont eue ou oralement ou par écrit, n'a pas été suivie de changement de leur situation de travail pour faire réduire les risques. Donc c'est ce qu'on va travailler ensemble dans les diapositives suivantes, c'est comment aménager le dispositif de façon à ce que les opérateurs soient le plus rassurés possible sur le fait que leur parole sur le travail va bien être suivie d'un changement de leur situation de travail. Donc,
On va aborder d'abord les conditions qui permettent d'améliorer la possibilité de parler vraiment du travail réel dans l'entreprise, dans la démarche d'évaluation des risques. La première condition que l'on peut essayer d'obtenir, c'est un engagement de l'employeur à protéger la parole. Alors, d'abord à protéger la parole des opérateurs qui vont parler de leur travail, bien sûr. Ceux dont on va évaluer l'exposition aux risques psychosociaux. Cet engagement va porter sur l'absence de conséquences professionnelles, voire disciplinaires, suite à leur expression, ou notamment en cas d'évocation de leurs difficultés ou même de l'impossibilité à pouvoir toujours respecter certaines règles prescrites. Ce qui est important, c'est que les opérateurs, dans la situation d'animation pour évaluer les risques, puissent à certains moments dire qu'ils sont en difficulté pour pouvoir mettre en œuvre les règles qui leur sont données normalement pour la production. On peut prendre un exemple dans le travail à domicile. La responsable de secteur dans le travail à domicile doit attribuer organiser un planning et attribuer certaines travailleuses à domicile à des familles. Et elle est dans un secteur où elle a relativement peu de travailleuses à domicile par rapport à un nombre important de demandes de famille. Dans cette situation, pour pouvoir remplir son planning et pouvoir répondre aux demandes des familles en temps réel, elle est quelquefois amenée à ne pas tenir compte de certaines règles qui ont été validées, comme le fait que la travailleuse à domicile qui était envoyée dans une famille devait déjà la connaître ou devait faire partie d'un binôme qui connaissait la famille, comme le fait que l'organisation des déplacements entre chaque famille pour les travailleuses à domicile devait être le plus rationnel possible pour éviter les retards. Et parce que quelquefois, elle n'a pas de travailleuse à domicile disponible pour remplir un planning modifié en urgence, elle est amenée à envoyer dans les familles des travailleuses à domicile qui ne connaissent pas la famille et quelquefois dans des conditions de déplacement qui vont faire qu'elles pourraient être en retard ou être en difficulté pour leur transport. C'est le fait qu'on est dans cette association de travail à domicile qu'au début de la démarche d'évaluation des risques, on ait fixé des règles comme quoi on pourrait lors de cette évaluation, dire les difficultés que posait la mise en œuvre de certaines règles, qui a permis à la responsable de secteur de s'exprimer et d'évoquer que ce n'était pas toujours facile pour elle, pour atteindre ses objectifs de production à elle, de respecter les règles qui avaient été prescrites. Mais si effectivement on comprend bien qu'on doit d'abord protéger la parole des opérateurs qui vont parler de leur travail réel, l'expérience montre qu'il est aussi important que l'employeur s'engage à protéger la parole d'une deuxième catégorie d'acteurs s'il s'agit des autres acteurs de l'entreprise qui réalisent la démarche sans que leur statut les protège. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, lorsque l'employeur, lui, est décideur et comme les autres membres de la direction, les représentants du personnel, eux, ont un mandat. Il peut arriver, par exemple, que le médecin du travail puisse participer à des démarches. Eux, ils ont un statut qui leur est donné dans le Code du travail. Mais certains acteurs, qui sont souvent impliqués dans les démarches d'évaluation des risques et dans l'utilisation des outils, eux n'ont ni ce statut, ni cette place dans la direction. Il peut s'agir, par exemple, du responsable HSE ou de la hiérarchie qui va être impliqué dans le dispositif d'évaluation et qui pourrait se retrouver en situation difficile. La hiérarchie peut être en situation difficile, le N+1, lorsque les échanges sur le travail réel montrent qu'à certains moments, justement, certaines règles sont compliquées à respecter dans son secteur. La hiérarchie et le responsable HSE peuvent être aussi en situation difficile parce que, suite à l'évaluation qu'ils ont menée dans une unité de travail, ils peuvent être amenés à faire remonter des difficultés, des contraintes dans les unités de travail que l'employeur n'avait pas anticipées ou qu'il n'est pas prêt à accepter facilement. Donc, pour ces raisons, lorsqu'on aménage une protection de la parole pour les opérateurs qui vont parler de leur travail, on peut aussi penser, en les formalisant à l'avance, à rédiger que cette protection de la parole s'applique également aux acteurs qui vont mener la démarche et qui n'ont pas de statut ou de protection
de rôle donné par la réglementation dans la démarche. Nous allons voir une autre condition aussi favorable à la possibilité d'expression sur le travail réel dans l'utilisation de l'outil ou dans la démarche d'évaluation des risques. C'est une condition de se centrer sur le travail dans la démarche. Les acteurs qui animent la démarche annoncent qu'ils ne conserveront dans l'analyse de la situation de travail que des éléments vérifiables concernant les contraintes du travail et son organisation. Ceci exclut de l'analyse l'évocation de comportement ou de jugement sur le comportement des autres acteurs. Cette condition, si elle est bien formalisée à l'avance, est favorable à faire comprendre à tous les acteurs, l'employeur, les salariés qui vont prendre la parole dans le dispositif, ceux qui animent, que l'objectif de la démarche de prévention des RPS n'est pas de rechercher des responsables, mais c'est de connaître les contraintes d'organisation du travail, les contraintes des opérateurs, quels que soient les opérateurs, ça peut être les subordonnés comme les gens qui ont un rôle hiérarchique, de connaître donc les contraintes des opérateurs pour modifier ensuite leur situation de travail, et pas essayer de savoir qui est responsable de quel comportement. Donc ça peut prendre la forme, et ça a été le cas par exemple dans un EHPAD, de règles rédigées qui font que l'opérateur reçoit avant la réunion de travail sur l'évaluation des risques dans son unité de travail les questions qui vont lui être posées. Ça lui permet déjà, avant même d'arriver en situation, de voir que les questions portent bien sur le travail, sur l'organisation, sur les contraintes, mais pas sur des comportements ou des responsabilités de qui que ce soit. Et en même temps qu'on lui communique les questions de façon à ce qu'il puisse préparer sa participation, on communique aussi les règles d'animation de cette réunion, où l'on précise, ce qui peut être important aussi, l'endroit, le moment où va pouvoir se faire cette réunion, surtout qui va l'animer, mais également que dans cette réunion, la consigne qui est donnée et que se donnent les deux animateurs, dans ce cas c'était la direction et un représentant du personnel, la consigne que se donneront les deux animateurs, c'est de toujours recentrer sur bien identifier les contraintes dans le travail et ne pas se focaliser ni sur des jugements, ni sur la recherche de responsabilité. Le fait de formaliser à l'avance, de rendre disponible pour les opérateurs, avant qu'ils ne soient dans la situation de parler de leur travail réel, dans ce cas-là, dans le cas de l'EHPAD, ça a permis de rassurer les opérateurs, mais aussi de bien leur faire comprendre que la démarche de prévention des RPS n'est pas centrée sur les comportements, mais sur les contraintes de travail. Je vous propose de voir maintenant les conditions favorables, cette fois, à la mise en œuvre effective du plan d'action. On a vu dans les deux objectifs qu'on pouvait donner, il y en a un qui est de créer les conditions pour qu'on puisse parler du travail réel, et une deuxième condition, c'est d'avoir un dispositif favorable à la mise en œuvre effective du plan d'action pour éviter de mettre en œuvre un dispositif d'analyse, d'expression, sans que ça soit suivi de changement du travail. Ce qu'on peut aménager pour augmenter l'implication des acteurs et des opérateurs dans la démarche, c'est d'avoir un engagement de l'employeur à être présent à certaines étapes clés de la démarche, lui-même personnellement, ou alors en désignant un acteur qui a une autonomie réelle de décision sur le sujet abordé, qui va pouvoir, devant les autres acteurs impliqués dans la réunion, pouvoir prendre une décision et la formaliser sans renvoyer encore une fois à un autre lieu de décision. Et il y a deux étapes notamment pour lesquelles il est important de pouvoir avoir la présence de l'employeur ou quelqu'un qui a une autonomie réelle de décision sur le sujet. Il s'agit de la validation justement du dispositif et de la définition du plan d'action. Quand on parle de validation du dispositif, c'est justement toutes ces précautions, pour protéger la parole, les conditions d'animation, le découpage des unités de travail, les guides éventuellement de questions, la liste des questions qui va être posée, les conditions dans lesquelles vont être faites, tout ça va se décider, c'est l'employeur bien sûr qui décide, mais en consultant et dans des dispositifs, ça peut être en CHSCT ou dans un COPIL, où l'employeur doit pouvoir en direct échanger avec les autres acteurs qui vont être impliqués dans le dispositif pour ensuite le faire évoluer et valider ce dispositif avant qu'on le mette en œuvre.
De la même façon, au moment où, suite à l'évaluation des risques qui a été faite dans les unités de travail, on va réaliser, on va mettre en forme le plan d'action, il est important qu'au moment de la mise en œuvre du plan d'action, qui est très engageant pour l'entreprise, on puisse avoir une présence d'un décideur pour ne pas laisser des acteurs en situation de, avec les opérateurs quelquefois, de faire l'effort de faire des propositions de plan d'action, mais que ensuite l'employeur ou le décideur qui n'a pas été impliqué dans la démarche suffisamment ne partage pas le travail qui a été fait par le groupe et ne prenne pas en compte le travail qui a été de définition du plan d'action. Une autre condition, pour être plus précis, pour atteindre ce résultat de savoir pour l'ensemble des acteurs que cette démarche a bien une finalité d'aboutir à une décision de modifier les situations de travail, c'est de préciser, encore une fois, dès le début de la démarche, dans quelles conditions on va définir ce plan d'action, c'est-à-dire on rédige à l'avance, par exemple ça a été le cas dans un centre de formation, que une fois l'évaluation faite dans les unités, on réunira l'employeur avec la hiérarchie du secteur, 2 représentants du personnel au CHSCT, pour formaliser un plan d'action suite à cette évaluation, que ce plan d'action sera mis en œuvre avec un délai qui sera annoncé en même temps que le plan d'action, et que ce plan d'action sera évalué dans une durée qui est prévue à l'avance, qui est annoncée à l'avance, notamment en donnant la parole aux opérateurs pour voir si le changement de la situation de travail était effectif. Le fait de préciser ces conditions à l'avance dès le début, ça rassure les acteurs sur le fait, et ça fait comprendre à tout le monde qu'on a bien l'objectif de changer les situations de travail et qu'on n'est pas en train simplement de satisfaire une obligation administrative. Maintenant, après avoir vu ces 2 conditions qui sont des conditions pour donc rassurer, permettre la parole sur le travail réel et aller, si possible, le plus possible à un changement effectif des situations de travail, nous allons aborder quelques conditions qui sont favorables à l'intégration et l'évaluation des RPS dans le début. On l'a dit dès le début, si possible, l'évaluation des RPS doit être réalisée par les mêmes acteurs et dans les mêmes conditions, et je dirais même simultanément, si possible, à l'évaluation des autres risques. Parce que l'objectif, c'est bien d'avoir toutes les informations sur tous les risques par unité de travail et par situation de travail rassemblées au même endroit. C'était l'objectif de la réglementation. Donc, au maximum de ce qui est possible, on va essayer de créer des conditions pour que ça soit les mêmes acteurs formés, qui puissent utiliser le travail qui a été fait sur l'évaluation des risques pour l'intégrer dans le même support document unique que celui des autres risques de l'entreprise. Et l'outil qui vous a été présenté peut être utilisé dans ce cadre-là. Deuxième aspect qui permet de faciliter l'intégration de l'évaluation des RPS dans le DU, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'ensemble des risques de l'entreprise, c'est les conditions dont on vient de vous parler, les conditions que l'on peut aménager pour permettre l'expression du travail réel, pour avoir un plan d'action concret adapté aussi aux contraintes, et qui permet aussi d'aboutir à un vrai changement des situations de travail. Les conditions qu'on vous a présentées, que je vous ai présentées juste antérieurement, elles sont aussi favorables et aussi utiles pour une démarche d'évaluation des autres risques professionnels que pour les RPS. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Et si on a fait ce travail de précaution, il sera tout à fait utilisable pour faire l'évaluation des risques professionnels des autres risques. Mais malgré tout, il peut y avoir des différences. Et l'évaluation des RPS peut impliquer une définition différente, notamment des unités de travail, parce que dans certains cas, l'exposition au RPS peut être très différente entre acteurs d'une même unité de travail. Notamment, par exemple, on peut être amené, et ça on a pu le voir, il est possible aussi de définir une unité de travail pour ce qu'on appellerait les opérateurs hiérarchiques, qui peuvent être
soumis à des contraintes de type RPS qui sont assez différentes de celles de leurs subordonnés dans la même activité, dans la même unité de travail. On peut même, dans certains cas, être amené à identifier une unité de travail des opérateurs dirigeants lorsqu'ils sont salariés, qui permet d'évaluer les risques du dirigeant salarié dans l'entreprise qui lui-même peut être exposé à des RPS. Donc, effectivement, il est possible d'intégrer l'évaluation des RPS dans le document unique de l'ensemble des autres risques professionnels, avec quelquefois, comme je viens de vous le dire, quelques aménagements sur certaines expositions qui peuvent être assez différentes dans des mêmes activités, selon, par exemple, le niveau hiérarchique ou de direction. Nous avons reçu de nombreuses questions, et on vous en remercie, ce qui prouve l'intérêt pour ce type de conférence. Et nous allons ensemble aborder 4 questions qui ont été assez fréquentes dans celles qu'on a pu recevoir. La première, c'est comment quantifier l'évaluation des RPS. La quantification auquel on fait référence, c'est aussi la même que celle qui est utilisée souvent pour les autres risques professionnels, qu'on appelle la cotation, qu'on a pu aborder d'ailleurs tout à l'heure, que Valérie Langevin a pu aborder déjà tout à l'heure dans le début de l'exposé. En fait, les cotations de fréquence habituellement employées pour les autres risques, le risque chimique, le risque TMS, ou même certains risques d'exposition pour les circulations, les déplacements, les cotations de fréquence sont complètement utilisables également pour la fréquence ou la fréquence de situation d'exposition à des risques psychosociaux. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Si l'entreprise, dans l'entreprise, on a l'habitude d'utiliser certaines cotations de fréquence, la plupart du temps, on peut utiliser ces mêmes cotations de fréquence pour la description d'exposition à des facteurs de risque psychosociaux. L'autre cotation, qui est souvent présente dans l'évaluation des risques professionnels, et donc dans le document, c'est la cotation de gravité. Cette cotation de gravité, pour les risques classiques, elle est souvent assez difficile, parce qu'en fait, pour un même événement, pour une même exposition, il est quelquefois difficile de savoir si on aura des conséquences pour la santé plus ou moins graves. Je prends un exemple, une chute lors d'une circulation peut avoir des conséquences sur la santé assez anodines ou faibles, mais elles peuvent aller jusqu'à des conséquences graves si la chute est mauvaise et il tombe sur un obstacle, par exemple. Donc, le risque d'accident ou même l'exposition à certains produits peut entraîner des conséquences pour la santé qui peuvent être plus ou moins graves, et il est assez difficile de définir à l'avance quelles peuvent être ces conséquences de gravité. Et c'est toujours une difficulté dans le document unique de coter la gravité dans ces conditions. Et je dirais que c'est la même chose pour la cotation de la gravité sur les accidents, par exemple, dus à des expositions de RPS. Lorsqu'on subit une agression dans le travail, il est très difficile de savoir à l'avance quelle va être la gravité des atteintes à la santé suite à cette agression. Ça peut être une phase d'angoisse, de difficulté qui va s'arrêter. Ça peut devenir un stress post-traumatique qui, s'il n'est pas pris en charge, peut avoir des conséquences assez lourdes pour la santé. Il peut même y avoir des agressions physiques qui peuvent entraîner des blessures graves et plus. Donc c'est de la même façon pour les RPS comme pour les autres risques. La cotation de gravité est assez difficile et dans ce cas, on pourra utiliser la règle qu'on s'est donnée dans l'entreprise pour les autres risques et l'appliquer à la cotation de gravité pour les RPS. Autre question qui nous a été souvent posée, c'est jusqu'où peut aller un chargé de prévention dans la réalisation du document unique. On l'a déjà un petit peu abordé dans ce qu'on vient de dire. Le chargé de la réalisation du document unique, et donc de l'évaluation du risque, et de la responsabilité de l'employeur. Même si un préposé, un salarié, le chargé de prévention réalise techniquement pour lui le document, effectivement, ce n'est pas le chargé de prévention qui peut assumer notamment seul le plan d'action et même assumer seul quelquefois l'évaluation des risques avec la description de phases un peu délicates de l'activité. On a vu des situations par exemple où
on demande ou on propose à un stagiaire de réaliser l'évaluation des risques psychosociaux, et on peut penser que lorsqu'il va devoir évoquer des situations un peu délicates de l'activité, ou lorsqu'il va être en situation de définir un plan d'action, il n'aura pas le poids et l'autorité suffisante pour être sûr que sa démarche sera suivie des faits. Donc, le chargé de prévention peut techniquement faire ce travail, mais il y a toujours au moins deux composants pour lesquels l'employeur doit assumer son rôle de celui qui organise l'évaluation des risques. C'est la définition du dispositif ne peut pas être faite par le préventeur seul. L'employeur doit la valider, la proposer et ou la valider. Et le plan d'action ne peut pas être tenu par le préventeur seul sans que l'employeur ou quelqu'un qui peut décider en son nom lui donne son avis. Troisième question très fréquente, qui anime les échanges autour de la grille d'évaluation et comment? C'est vrai que la réglementation ne précise pas dans quelles conditions on doit réaliser, animer le document unique. Mais par contre, la pratique montre que de toute façon, vu la répartition du travail d'animation, un binôme est efficace et même, je dirais, au minimum nécessaire. Il y a souvent quelqu'un prend des notes ou réalise la formalisation pendant que quelqu'un d'autre assure l'animation avec le groupe. Ce binôme, selon les expériences, ça peut être par exemple un représentant de la direction avec le responsable HSE, ou quelquefois ça peut être même un binôme qu'on dirait paritaire, c'est-à-dire un représentant de la direction avec un représentant du personnel. Dans tous les cas, ce qu'on peut donner aussi comme conseil sur l'animation, c'est des conseils que vous avez déjà entendus juste avant, c'est si possible que les conditions de l'animation, l'endroit où elle va avoir lieu, le moment où elle aura lieu, qui va l'animer, mais surtout les questions posées et la façon dont on va animer soient connues à l'avance par les opérateurs avant qu'ils arrivent pour qu'ils puissent préparer et qu'ils soient aussi rassurés sur les conditions sur lesquelles ça va se passer. Dernière question qu'on va aborder, il y en aura d'autres, mais on y répondra lors de la foire aux questions. Comment évaluer les RPS dans une unité de travail lorsque les points de vue sont différents? Ça nous amène à rappeler que, et vous l'avez entendu dans les exemples qui ont été évoqués avant par Valérie, mais aussi par moi-même, c'est que l'objectif de l'évaluation des risques, ce n'est pas de recueillir les points de vue, ni même les ressentis des opérateurs, c'est d'identifier les contraintes concrètes de leur travail qui vont les mettre en difficulté, qui peuvent atteindre leur santé. Par exemple, connaître l'augmentation du nombre de dossiers à traiter, la réduction des délais. Par exemple, être capable d'évoquer précisément qu'on a attribué à un opérateur certaines tâches et à un autre opérateur une autre tâche sans que les limites soient claires entre deux et que ça est un facteur favorable au conflit. Ces éléments-là, c'est des éléments concrets de description du travail qui peuvent entraîner de la violence interne ou du débordement et des états de stress chronique et qui sont factuels, qui peuvent donner lieu à présentation, et l'animation qu'on a évoquée au-dessus de l'évaluation des risques s'attachera à bien identifier ces éléments précis de contrainte du travail et pas à rassembler des points de vue des opérateurs. Malgré tout, il peut quand même arriver que deux opérateurs semblent dire des choses très différentes alors qu'ils semblent avoir le même travail. Dans ce cas-là, on essaiera d'identifier ce qui peut arriver assez souvent, c'est qu'en réalité, en apparence, leur travail est le même, mais en réalité, il y a des différences. Par exemple, j'ai deux commerciaux et je m'aperçois qu'en avançant dans l'échange avec eux, que l'un d'entre eux a une clientèle qui n'est pas la même, il a un secteur géographique donc des clientèles qui posent des difficultés différentes, avec un secteur géographique qui n'est pas organisé du tout de la même façon, et que finalement ces contraintes peuvent être différentes. Il peut arriver aussi, et là ce n'est pas un élément de point de vue, c'est un élément qui fait partie de l'organisation du travail, que des formateurs n'aient pas la même expérience, la même formation pour réaliser la tâche, et qu'on leur a attribué la même tâche sans tenir compte de la différence de formation et d'expérience. Ça, c'est un élément qui explique des expressions différentes dans une même activité de travail, mais ça fait partie de l'évaluation des RPS de bien identifier ces éléments d'expérience et de formation. Voilà pour 4 questions qu'on a pu aborder dans cette
dans cette conférence. Donc, vous verrez que on en abordera d'autres dans la foire aux questions, qui sera en ligne prochainement sur le site INRS. Pour vous informer maintenant, et pour avoir le support écrit qui correspond à ce qui a pu être développé lors de cette conférence, vous avez un premier outil qui est évaluer les facteurs de risque psychosociaux, donc l'outil RPS DEMU, la brochure ED 6140 que vous pouvez télécharger sur le site de l'INRS. Une autre brochure, la risques psychosociaux et documents uniques, vos questions, nos réponses, c'est la ED 6139 qui permet de répondre aux questions les plus courantes sur le sujet. Pourquoi intégrer les RPS dans le DU? Les RPS doivent-ils systématiquement figurer dans le document unique? Doit-on coter les facteurs de RPS? Donc cette brochure aborde par écrit des questions qu'on a pu aborder nous-mêmes ici dans cette conférence. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, suite à la conférence que nous venons d'avoir, nous répondrons aux questions que vous allez poser lors d'une foire en question qui sera remise en ligne prochainement sur le site INRS. Le prochain séminaire en ligne sur ce sujet aura lieu le 23 mars 2017 sur le thème « Évaluer les facteurs de risque psychosociaux dans les petites entreprises ». Voilà. Je vous remercie de votre attention et au revoir.